Et comme je vous le disais, ils sont déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Vincent Aguet. Bonjour. Bonjour Roch, bonjour aux téléspectateurs de BB24. Voilà, Vincent Aguet, vous êtes journaliste web ici à l'ORTB. Merci d'être présent en face de vous. On le connaît également, Noah Agbafa-Padonou. Bonjour. Bonjour Roch. Vous êtes docteur en sciences de système d'information. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin. Alors, Vincent, dites-nous, les réseaux sociaux, les smartphones constituent-ils aujourd'hui un danger social? Bon, poser de cette façon cette question, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une seconde thèse du docteur Padonou. Je pense que c'est un peu comme un couteau en fait. C'est comme un couteau à double tranchant. Ouais. Il y a un côté qui sert à découper les choses voilà, de façon responsable, comme il y a un autre côté qu'on peut utiliser malencontreusement. De façon irresponsable. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas dire de façon ferme que les smartphones sont un danger, quand on sait qu'avec ces mêmes outils, on a plusieurs avantages parce qu'ils nous facilitent la vie. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans avec un téléphone, on pourra le faire aujourd'hui avec ce téléphone. Mais au regard de ce que l'on constate, de l'usage que l'on fait souvent de ces smartphones et aussi des réseaux sociaux, est-ce qu'on ne peut pas dire que le côté négatif semble plus dominer que le côté positif? En fait, la conclusion se tire d'elle-même. En réalité, ce n'est pas l'outil qui est le danger. C'est les usages que les utilisateurs en font qui peuvent conduire à des dangers. C'est-à-dire que quand le fabricant a mis en place, a fabriqué son téléphone, au-delà des conséquences écologiques et autres, ça c'est notre débat. Quand il a fini de fabriquer le téléphone, quand il l'a vendu, le téléphone en lui-même n'est pas encore un danger pour vous, mais c'est l'utilisation que vous en faites qui vous rapproche soit du danger, soit du bien. Maintenant, pour aller dans le sens dans lequel vous voulez, à savoir insister sur les risques, évidemment, oui, avec ces outils, on prend beaucoup de risques, notamment dans les usages qu'on a fait à travers des publications sur les réseaux sociaux et à travers d'autres usages qu'on va explorer. Alors, Noah Agbafa, je posais la question à Vincent Aguet de savoir est-ce que les smartphones et les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un danger social. Il estimait que cela devrait faire l'objet d'une seconde thèse pour vous parce que la question semble dense. Est-ce que vous pensez effectivement que, au regard de l'usage que l'on fait aujourd'hui des réseaux sociaux, on est en droit de se dire que c'est un danger social? Smartphone, réseaux sociaux, lorsque le matin, je peux ne pas quitter Cotonou et aller à Abomey ou à Parakou ou même à Malanville et que je peux entendre la voix de ma maman, je ne dirais pas que c'est mauvais. Lorsque je peux déjà rester en contact avec Vincent, on peut écrire, faire tout. Pendant qu'on paie le moindre copec possible, je ne dirais pas que c'est mauvais. Lorsque je peux prendre ce téléphone et savoir où se situe mon enfant, connaître je peux géolocaliser mon enfant parce que je suis au bureau et que j'ai peur, je ne dirais pas que c'est mauvais. C'est pour dire que les usages pour lesquels le téléphone est fait, les usages sont nombreux. Et lorsque je peux, il y a 20 ans, j'avais fréquenté avec quelqu'un et que je peux le retrouver dans un espace, sur un espace qui réunit les amis, où nous pouvons continuer d'écrire, nous pouvons continuer d'échanger, se rappeler les bons vieux, se partager les photos, se partager des vidéos, annoncer mon anniversaire, faites ceci, je ne dirais pas que c'est mauvais. Cela apporte beaucoup dans ma vie. Mais lorsque je fais tout ça, et que quelqu'un peut prendre ce téléphone, ce même téléphone, et faire autre chose que ce que je fais de plaisant, je dirais alors que nous sommes dans un monde de yin et de yang. Nous sommes dans un monde où cohabitent le bien et le mal. Et il reviendra à chacun, selon sa conscience, de faire usage du bien ou du mal. D'accord. Pas plus tard qu'hier, vous l'avez certainement vu, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, un étudiant qui gisait
pratiquement dans le sang parce qu'il aurait été victime d'une balle. Malheureusement, il paraît qu'il a succombé à ses blessures. On a vu des étudiants qui filmaient sans lui porter assistance. Comment appréciez-vous cette situation que l'on voit très souvent dans notre société? Observez, aujourd'hui à Cotonou, beaucoup de personnes se lèvent, pratiquent la voie, donc prennent une moto, se mettent sur la voie, mais il ne sait pas s'il doit passer à gauche ou s'il doit passer à droite. Et à la fin, on conclut que partout où il y a espace, c'est qu'il y a voie. On ne sait pas qui a priorité, qui n'a pas priorité. On roule juste le frein. Si quelqu'un peut freiner, moi, il peut partir. Moi, il peut refuser de freiner pour l'autre. Pas de courtoisie. On peut insulter, on peut faire... Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on a eu les voies, c'est qu'il y a eu un code de conduite, mais que tout le monde ne pratique pas, que tout le monde ne maîtrise pas. Lorsqu'il y a eu le téléphone, il y a la loi qui régit le téléphone. Vous savez, il y a la loi d'abord morale. Et au-delà de la loi morale, il y a la législation qui encadre l'usage. Mais lorsque les gens prennent le téléphone, et pour une ambition, parce qu'il veut mémoriser une image, parce qu'il veut mémoriser une scène, tout simplement parce qu'il a pensé tout de suite à ses amis qui sont de l'autre côté, il veut montrer qu'il a la primauté de l'information, dont il veut faire ce qu'on appelle le buzz, il veut faire le scoop. Il prend son téléphone de telle sorte qu'il devient animal. Il devient animal, il ne pense plus à l'humain qu'il a là, il ne pense même pas, lorsqu'il veut prendre une photo, je vais loin, lorsqu'il veut prendre une photo, il ne se pose pas la question, est-ce que ceux qui sont derrière auraient voulu se faire filmer par moi? Est-ce qu'ils auraient voulu être photographiés par moi? Il devient animal, il ne pense qu'à lui. Quand je dis animal, il ne pense qu'à lui. De telle sorte que vous allez voir tout le monde aujourd'hui avec téléphone, mais on ne pense qu'à soi. Quand il est quelque part, il veut prendre selfie, il ne se pose pas du tout la question. Nous devenons animal parce qu'on perd la conscience. On perd tout simplement le peu d'espace que nous pouvons laisser à l'autre. C'est un peu comme ça que ça s'explique. D'accord. Vincent, est-ce que c'est la recherche du buzz, la recherche du sensationnel qui amène à ces comportements, à voir le cas dont je viens de parler? On a même vu par le passé des images de personnes, c'est peut-être pour sensibiliser, de quelqu'un qui est en train de se noyer et sur un pont, on est là à filmer. Est-ce que c'est pour faire le buzz ou bien pour passer un message qui pourrait amener des gens à venir au secours de cette personne en danger? Non, je pense que c'est beaucoup plus pour faire le buzz, en fait. Et aujourd'hui, on a développé le réflexe appareil photo sur nos téléphones. C'est-à-dire que quand on est témoin d'une scène, systématiquement, on devient journaliste. C'est qu'on on devient photographe. Il faut prendre une photo ou une vidéo pour pouvoir la montrer plus tard à ses amis. Je ne peux pas dire la cause réelle, mais c'est peut-être le fait de voir d'autres le faire. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude de publier sur les réseaux sociaux des photos ou des vidéos, des scènes auxquelles ils ont assisté. Donc, moi aussi, puisque je suis le témoin privilégié d'un événement, je m'improvise journaliste sur le terrain et donc je fais des photos, même dans des endroits où il faut forcément une autorisation avant de pouvoir allumer son téléphone. Le phénomène n'est pas si criard chez nous. Ailleurs, vous verrez des gens faire des selfies et tomber dans une rivière. Oui, c'est-à-dire qu'on reste... Est-ce que c'est pas un montage? Bien sûr, en Inde, je ne me rappelle plus en quelle année, le taux de suicide par selfie était énorme. C'est-à-dire que les gens se prenaient en selfie et soit ils se faisaient dévorer par un animal dangereux dans un parc ou ils tombent depuis un pont dans l'eau. Donc il y a eu de ces cas de décès parce que les gens se prenaient en photo. Quand on se prend en photo... on perd le contrôle de soi, c'est ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'individu? Quand vous faites un selfie, vous êtes concentré sur le rendu. Oui, mais avant de le faire, vous êtes votre là, téléphone. Ok, vous ajustez. Mais c'est une seconde. Ouais. C'est une seconde.
Et donc, ça part très vite. Il y a des risques, même vous aussi. Imaginez par exemple que vous êtes dans la circulation, vous voyez peut-être un véhicule que vous n'avez jamais vu. Voilà. Vous dites, OK, je vais faire un selfie rapidement. C'est vite arrivé, quelqu'un peut vous ramasser par derrière. Donc, c'est en moins d'une seconde. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, les risques sont énormes. Et pourquoi on en est arrivé là, je ne peux pas expliquer. Peut-être que c'est l'ignorance. Et vous verrez que ceux qui sont souvent, ceux qui ont le réflexe de toute photo à tout bout de champ, soit quelque part ils ont un problème psychologique qu'ils ignorent. Parce que par exemple, si vous ne pouvez pas vous passer de votre téléphone ou de votre appareil photo chaque fois que vous entrez dans un restaurant, ça veut dire que vous avez un problème, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, tant qu'ils sont dans un restaurant, après avoir pris leur plat, il faut forcément faire une photo et envoyer sur Facebook ou sur Instagram. Ce n'est pas mauvais. Ça dépend du type de personnalité qu'on est. Si vous êtes un influenceur ou un artiste qui a besoin de maintenir le contact avec un fan club à travers certaines publications, ça peut se comprendre. Mais quand vous êtes un enseignant, par exemple, vous allez à un agor, comme on dit chez nous, et puis on étale une forêt de bouteilles de bière devant vous. Et le premier réflexe, c'est de faire une photo et vous mettez sur Facebook. En tant qu'enseignant, vous avez également vos élèves qui sont sur Facebook et qui verront notre cher professeur avec des bouteilles de bière devant lui. Ça renvoie quelle image de vous? Quand vous êtes un soldat et que vous faites des selfies, vous faites prendre en photo en uniforme que vous mettez sur Facebook. Il y a quelques années, le phénomène était criard. L'état-major a dû faire un communiqué pour amener les soldats à l'ordre sur ce plan. Les exemples, on peut les multiplier. Effectivement. Ou encore, le plus dangereux, c'est qu'il y a des gens qui publient les photos ou les images de leurs proches, de leurs enfants. Oubliant qu'un enfant est un bien précieux. Qui est-ce qui prendrait par exemple son coffre-fort, pour ceux qui en ont, son coffre-fort rempli d'argent, en faire une photo et publier sur un réseau social? Personne. Mais il y a des gens qui font des photos de leurs enfants et mettent sur Facebook, montrer peut-être que en accompagnant la photo du prénom même de l'enfant. Le danger est où là? Mais un enfant est un trésor. Donc on doit Je vous ai demandé si vous êtes prêt à prendre votre coffre-fort, en faire une photo et mettre sur Facebook. Si on ne peut pas le faire pour un bien matériel, pourquoi on le fait pour son propre enfant? D'accord. Parce que demain votre enfant, il pourrait ne pas aimer être sur Facebook dans une telle position. Et même en publiant cette photo de votre enfant aujourd'hui, vous l'exposez. C'est-à-dire que vous montrez. C'est vrai que chez nous, on peut dire les violeurs ou les trafiquants d'enfants n'utilisent pas les réseaux sociaux. On n'en sait rien. Mais ailleurs, ce n'est pas ces plateformes qu'on connaît la vie privée des gens et on sait sur quel plan vous êtes vulnérable pour vous attaquer. Donc, si vous mettez régulièrement les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, les malfaiteurs savent par quel bout vous atteindre. C'est tellement que beaucoup, à vous entendre, beaucoup de personnes ne savaient pas et ont aujourd'hui envie de retirer peut-être une image qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Nous avons même vu également une image qui est en circulation actuellement d'un monsieur qui s'est photographié nu dans un lit avec une femme qui apparemment dormait. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de rattraper cette image, de la retirer des réseaux sociaux? Avant de répondre à votre question, tout à l'heure, Vincent se posait la question, mais pourquoi en réalité beaucoup de personnes ont la facilité à se prendre en photo et à diffuser les photos? La première cause, c'est d'abord l'ignorance. L'ignorance, on se dit oui, j'ai pris le téléphone, je vois tout le monde faire un peu comme il fait, moi-même je fais, donc ce n'est pas conformisme. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup le font pour peu de conscience. Ils n'ont pas conscience du danger, ce n'est pas qu'ils l'ignorent, mais à l'instant T où il veut prendre photo, il ne se pose pas de questions. Je vous ai dit tout à l'heure, il devient animal. La seule, vous savez, quand l'animal ou même l'homme,
quand il développe son instinct grégaire, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'instinct du moi. Ouais. La satisfaction de cet instinct. De cet instinct. Ouais. C'est l'instinct même du moi, c'est l'expression de soi. De telle sorte que vous allez voir des gens, tous les matins, il prend son téléphone, c'est pour prendre une photo même avant d'aller au boulot. C'est juste pour l'expression. Et on les publie. On les publie. Ouais. C'est parce que la personne n'a pas autre chose à montrer que son corps. La personne n'a pas autre chose à montrer que, j'emprunte l'expression de Vincent, la forêt de biais qu'il a devant lui. C'est ça qui lui montre que lui-même est quelqu'un dans la société. C'est ça qui, lorsqu'il va prendre des risques, il prend son appareil. Tout à l'heure, vous vous posez la question, mais quand il prend son appareil, il doit pouvoir jeter un coup d'œil rapidement. Mais lorsqu'il veut prendre la photo et qu'il veut montrer à ses amis que lui peut être au bord du pont et prendre la photo, il mesure moins le risque. Il a peu conscience du risque qu'il prend en voulant rester au bord du pont et prendre la photo, de telle sorte qu'il peut facilement tomber. Vous allez voir beaucoup de personnes qui prennent les photos juste, non pas parce qu'ils veulent immortaliser l'instant, mais tout simplement parce qu'ils cherchent le buzz, parce qu'ils veulent avoir le scoop. Il prend la photo et aussitôt qu'il a pris la photo, il ne veut même pas analyser la photo, il balance en même temps par WhatsApp, il balance en même temps parce qu'il veut avoir la primeur de l'information. Il veut montrer à tout le monde que lui, il était là quand ça s'est passé. Mais il ne se pose pas la question de savoir, lorsqu'il va diffuser, qu'il veut montrer que oui, j'étais là, ça m'apporte quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte moi-même personnellement? En prenant ma photo et en prenant cette image, ça m'apporte moi-même quoi? Il ne se pose pas cette question, mais la seule satisfaction qu'il a, c'est qu'il met la photo, il fait tout, il a le scoop. Et tout à l'heure, Vincent disait, c'est souvent des gens qui ont des problèmes psychologiques sans le savoir. Vous le confirmez? Oui, sans le savoir. Vous allez voir, généralement, c'est des gens qui ont l'addiction, l'addiction du phone. Même si la batterie se vide, il est malade. Lorsque vous voyez que vous développez de ces genres de comportements, il faut commencer par comprendre que vous êtes en réalité malade. Et celui-là, facilement, ce n'est pas parce qu'il est un homme d'affaires, il attend un coup de fil important, où il peut peut-être perdre de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il attend un coup de fil d'un patron, mais c'est juste quelques amis qui vont l'appeler ou même qui vont lui écrire par WhatsApp. Il devient paranoïaque. Il peut même rester à jeun et créditer son forfait. Acheter du crédit, exactement. Il peut rester à jeun. C'est juste l'expression d'un malaise psychologique. Et c'est ça, en réalité, qui se traduit par le fait qu'on peut voir même un malade par terre, on peut voir un accidenté, on peut voir quelqu'un qui est dans un désarroi, et on prend la photo, on diffuse. Observez encore autre phénomène. Vous allez voir ce qu'ils appellent les gags. Les gags, c'est-à-dire les images ou les vidéos amusantes où on voit quelqu'un par exemple qui saute et qui vient par exemple se cogner ici. On fait le compile, on diffuse et les gens en rient. Vous allez voir, les gens téléchargent et ils en font un objet de rire. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Quelqu'un qui fait accident, on compile ces photos et on trouve que ça doit pouvoir faire rire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça. On devient sadique. Parce qu'on anime, en ce moment, on est en train de nourrir en réalité son instinct animal. On est en train de... Le moi animal, c'est ça qu'on nourrit beaucoup plus. Et c'est comme ça que ça se comprend. Et quand je reviens à votre question, vous allez me la rappeler. Est-ce qu'il est possible, lorsqu'on en prend conscience, de retirer lorsque définitivement je mets une photo, oui. Ça dépend de sur quelle plateforme j'ai mis ma photo. Parce que chaque plateforme a sa politique de confidentialité, chaque plateforme a sa loi. Lorsque je viens sur la plateforme Facebook que beaucoup utilisent, lorsque vous mettez une photo, le code, je le dis, j'utilise cette expression pour que tout le monde puisse comprendre, stipule clairement que toute photo que vous mettez, vous avez la latitude de supprimer la photo, mais Facebook aussi a la possibilité de garder la photo pour 99 ans. 99 ans. Je rappelle 99 ans. Mais vous pouvez supprimer. Mais pour des besoins donnés, Facebook les garde. D'accord. Parce que vous pouvez supprimer la photo aujourd'hui et demain on peut avoir besoin de cette photo peut-être pour une enquête ou pour une autre. Mais à partir du moment où l'auteur a supprimé sa photo, oui. La photo n'apparaît plus. La plateforme aussi devrait pouvoir supprimer. Et pour venir sur la plateforme, vous avez lu sa politique. La plateforme, vous avez clairement... Généralement, on ne prend pas la peine de lire. C'est un choix.
Donc, il est clairement mentionné quelque part. C'est toujours mentionné que lorsque vous mettez la photo, vous avez la latitude de supprimer la photo quand vous voulez. Vous avez la possibilité de supprimer un commentaire, de supprimer une publication. Facebook se réserve le droit. Facebook se réserve le droit de conserver cela. Et pour des besoins donnés, Facebook livre. D'accord, très bien. Nous allons voir ce que les téléspectateurs et les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pensent également de l'usage que l'on fait aujourd'hui des smartphones et des réseaux sociaux. Nous leur avons tendu notre micro. Écoutons-les. Nous constatons sur les réseaux sociaux des images pornographiques. Il y a certains garçons qui essayent de faire la photo de leurs appareils génitales. Et puis, nous voyons aussi les photos des jeunes filles qui publient leurs parties intimes également. Ça n'honore pas du tout la génération actuelle. Bon, mais c'est l'éducation que chacun de nous a reçue qui font que nous nous comportons ainsi. Vous allez m'excuser, je suis contre. J'ai fait la vieille école, coloniale et néocoloniale. Nous, en notre temps, on n'avait pas ça. Mais puisque vous, jeunes, vous aimez ça là, et quand vous faites, vous appliquez mal. Le résultat, c'est la prison. Ça, je vous conseillerais, je le dis à mes enfants, de faire attention. Parce que quand vous envoyez des images des gens dans les Facebook, les Google, les WhatsApp, attention. Ça, il y a une loi qui punit. Je ne peux pas rester nuit, en torse nuit, et prendre moi-même mon propre photo, envoyer une femme. Non, je ne peux pas le faire. Quand moi et la femme, on est propre en relation, elle peut voir ce que j'ai. Il y a les hommes qui m'appellent des fois pour dire, je veux voir, montre-moi nu. Je dis, c'est quoi ça? Ma nudité là, mes chers. Je leur dis ça en même temps. Mais les femmes qui font ça, sincèrement, moi, ça m'énerve. Parce que c'est eux qui font que les hommes ne nous respectent pas. Ce n'est pas bon, ce n'est même pas conseillé. Si vous arrivez sur les lieux, essayez de secourir d'abord la personne. Mais s'il y a même des billets, des liages de billets, ne prenez pas. Hein. C'est puni par la loi. S'il y a quelqu'un qui vous observe de loin, ben, il vous assigne en justice, vous ne sortirez pas idem. Hein. Ça, vous serez sanctionné. C'est l'article 63 du Code de procédure pénale de la loi béninoise. Mon mari, à qui j'ai fait des enfants, ah, ça là, c'est un peu différent. Hein. C'est un peu différent. Quelqu'un qui te cherche, qui veut te voir. Ah, ça là, on a fait des enfants, d'accord. C'est entre nous ça. Mais en dehors des autres, les gens, après, c'est pour te faire les chantages. La personne qui fait ça, c'est pas quelqu'un normal ou bien c'est pas quelqu'un de bon. C'est pas une bonne chose. Voilà, donc le sujet alimente beaucoup de débats. Vincent, nous revenons sur ce plateau. Vous avez entendu certains citoyens dire qu'il y en a qui se font photographier nus et balancent les images. Est-ce que ceux-là sont susceptibles de poursuites judiciaires? Poursuites judiciaires, je dirais peut-être de remords à leur propre niveau. À un moment donné. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, quand Facebook a lancé les statuts sur Messenger, de façon inattendue, je vois la photo d'une amie que j'ai connue à l'université, qui est journaliste aussi, dans une position, je dirais, inconfortable, dans une tenue légère et qui était en statut sur Messenger. Quand j'ai vu la photo, j'ai réfléchi un instant, je me suis dit, sûrement qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas à quel moment la publication est partie. Et vous l'avez appelé? Et je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tu as mis une photo en statut là. S'il te plaît, tu peux revoir ça? Est-ce que tu as réfléchi un peu avant de publier? Elle me dit, ah, ok, qu'elle voit. Elle voit et elle m'écrit en retour pour dire qu'elle ne savait pas. En fait, il y a de ces petites subtilités au niveau des applications où on peut lier une application à l'appareil photo du téléphone de telle façon que vous pouvez faire la photo sans même l'envoyer vers l'application systématiquement.
en fait, vous la publiez. Est-ce que vous Donc, parlez de ce ces qui veut propositions que Google fait souvent Parfois, en compilant oui. des images et Exact. vous propose, et vous demande si vous voulez bien Donner l'autorisation d'accès et sans réfléchir, enfin, on dit oui. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Elle a publié la photo. Heureusement que ça n'avait pas encore fait que 5 minutes. Donc, sans doute, beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de voir avant qu'elle ne retire la photo. Donc, il y a des gens qui font de ces publications sans le savoir. Mais il y a aussi des gens qui font de ces publications sans le savoir, mais parce que ils ont préparé le terrain pour. Ils ont préparé le terrain pour comment? Quand vous savez que vous êtes nu, par exemple, chez vous, ou que vous êtes à deux, il y a ces cas, il faut le dire, parce qu'on se fait confiance mutuellement. Les gens utilisent leur téléphone. Personnellement, je me demande à quoi ça sert. Quel que soit le degré de confiance entre vous, pour se rappeler, le moment de... En fait, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous mettez nu quelque part, c'est que c'est un moment d'intimité. C'est un moment privé. Pas de téléphone à côté. Privé. Pourquoi prendre un appareil photo pour vous prendre en image? Donc, à partir du moment où la photo est prise et elle est stockée sur le téléphone, il faut savoir qu'un jour, peut-être par erreur ou par le fait d'une tierce personne, cette photo peut se retrouver sur la place publique. Donc, pour l'éviter, il vaut mieux ne pas du tout avoir dans son téléphone de ce genre d'images. C'est ça. Il y a quelques semaines, on a vu une dame faire une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, où elle disait qu'il y a quelques années, elle a perdu son téléphone et que quelqu'un a retrouvé ce téléphone et a pris une de ses photos et l'a partagée sur les réseaux sociaux. Une photo d'elle où elle était nue. Et c'est au moment où elle faisait la mise au point que beaucoup se sont rendus compte qu'il y a peut-être une telle photo qui a circulé. Ce qui veut dire, en fait, si elle n'avait pas conservé ces photos sur son téléphone, au moment de sa perte, elle n'aurait pas eu de regret au-delà du fait d'avoir égaré son téléphone. Donc, c'est un autre exemple que je dois donner rapidement, puisque nous sommes là pour conscientiser. Dernièrement, j'ai vu une vidéo, ça faisait rire beaucoup de gens et moi, ça m'a interpellé. Une vidéo d'environ quelques secondes où on voit un jeune garçon de peut-être 2 ou 3 ans à qui vraisemblablement sa maman a remis, je ne sais pas comment on l'appelle déjà, l'ustensile qui sert à remuer la pâte ou la cassa, la palette. La palette, merci. Le garçon utilisait ça, maniait, et puis on avait la vidéo, ce qui veut dire que c'est sa maman qui était de l'autre côté en train de le filmer. Et à un moment donné, le garçon s'est brûlé son appareil génital, puisqu'il était nu, avec la pâte chaude, fumante. Et le garçon a couru. Oui, effectivement. Et le temps où le garçon court, on voit qu'il était toujours filmé, puisque la vidéo le montre en train de courir. Ce qui veut dire que la personne qui a filmé a pris le temps de filmer le jeune garçon, se fait mal, et au moment où le garçon courait, la personne n'a pas arrêté, n'a pas déposé le téléphone pour lui porter assistance. Il a filmé jusqu'à la fin, et ensuite, il a pris le plaisir de partager cette vidéo avec quelqu'un, et puis ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. En temps normal, un cas pareil, est-ce que la justice ne peut pas s'auto-saisir de cette publication et poursuivre l'auteur? Vous vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que, du moins votre question peut être reformulée autrement, est-ce que quelqu'un a le droit de diffuser son image, une photo nue de lui-même? C'est là la question en réalité. Parce que s'il n'y a pas délit, il n'y a pas justice. Je dirais, toute personne a la possibilité de se prendre en photo nue. Toute personne a la possibilité. Et même, jouissant de ses droits, il a son corps, il peut se prendre en photo nue. Mais à ses risques et périls. Oui, mais c'est son droit. Il peut le faire. Mais lorsqu'il le fait, a-t-il maintenant le droit de diffuser cette image? Quand nous parlons de diffuser, quand nous parlons de partager, nous parlons de partage dans un espace public.
Autrement dit, il aurait pu le faire dans un espace privé. Il prend son téléphone, je prends mon image nue, je l'envoie à Vincent, j'ai totalement ce droit. Peu importe ce que Vincent peut en faire, mais j'ai ce droit. Mais déjà, à partir du moment où ça transite par un réseau social, est-ce que c'est encore je l'ai partagé dans un espace privé. Okay. Donc, je l'ai envoyé comme message à quelqu'un, spécifiquement. Donc, et là, c'est chiffré. Au cas où cette image va se retrouver peut-être sur la Là, c'est un autre débat. Vous savez à qui vous en prendre. Là, c'est un autre débat. Okay. Mais ici, il prend son téléphone. J'ai voulu qu'on fasse correctement le distinguo. Il prend son téléphone, il a pris l'image nue et il dépose l'image nue dans un espace public. Dans un groupe WhatsApp, par exemple. C'est un espace public. Il dépose, par exemple, sur sa page Facebook. Donc, c'est dans l'actualité, c'est dans un espace public. Et là, une autre question se pose. Parce qu'on dira de manière très simple, là où ses droits, lui, s'arrêtent, les droits de quelqu'un d'autre commencent. Ouais. Est-ce que l'autre a besoin de voir cette image qui est considérée dans un espace public comme une scène obscène? Là, vous portez atteinte à l'autre, aussi aux droits de l'autre. Donc, c'est pour dire quoi? On ne fera pas du juridisme, mais je vous dirai tout simplement, toute personne a la possibilité de prendre sa photo, mais n'a pas le droit de diffuser cela dans un espace public. Quand on voit quelqu'un nu dans la rue, on l'appelle comment? Un fou. Un fou. Donc, lorsque vous prenez votre photo et vous déposez dans un espace public, je n'ose pas le dire. Vous comprenez? Donc, nous devons pouvoir... Vous comprenez que personne n'a le droit de prendre sa photo et de mettre en statut. Parce que quand il met en statut une photo où il a porté des habits légers, comme l'exemple de Vincent tout à l'heure, non, il ne devrait pas le faire. Parce que c'est un espace public. Et quand c'est un espace public, le code du numérique répréhende de tels actes dont la justice est invitée alors à sévir. D'accord, très bien. Merci. Vous permettez que nous établissions la liaison téléphonique avec notre spécialiste en cybersécurité, Fawaz Monsougan. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Dites-nous, est-il possible de sécuriser son image aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Alors, merci à vous pour la question. Je salue le plateau. Alors, est-ce qu'il est possible de sécuriser son image sur Internet? Je dirais oui. Parce que justement, la législation a prévu que toute personne ait un droit exclusif sur son image. Donc, la législation dit que le droit à l'image, c'est le droit à la non-reproduction de son image sans son consentement. Et sur Internet, pour protéger son image, il suffit juste de respecter ce qu'on appelle les règles de l'hygiène numérique. Voilà. D'accord. Au cas où vous décidez de publier votre image et que quelqu'un la prend et en fait la publication, est-ce qu'il existe aujourd'hui des dispositifs pour identifier cette personne, ou bien si la personne a utilisé votre image et l'a tronquée, d'identifier cette personne et de la poursuivre? Alors, malheureusement, c'est une question à double tranchant parce qu'il n'est pas facilement possible d'identifier quelqu'un qui a publié son image. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a la multiplication des faux profils. D'accord. Dans le second cas, vous pouvez identifier celui qui a publié votre image si directement cette personne a publié votre image et que vous tombez dessus. Aucune connaissance à vous tombe sur votre image sur Internet avec quelqu'un qui l'a cité et dont vous pouvez identifier le profil. Dans ce cas, vous pouvez engager des poursuites. Mais la première chose ne sera pas d'engager des poursuites, mais d'entrer en contact avec la personne pour que la personne puisse supprimer votre image ou que vous puissiez rentrer dans vos droits. Mais si à partir de ce moment, la personne commence à vous faire du chantage, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, dans ce cas, lorsque la personne commence à vous faire du chantage, il n'y a pas de mesure. Il suffit tout simplement de contacter l'Office central de répression de la cybercriminalité ou bien la BJC, certes, qui sont disponibles sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. D'accord. Alors, selon vous, quel type d'image ne doit-on partager qui pourrait porter vraiment atteinte à son auteur? Alors, même dans la législation,
législation, les types d'images qui peuvent être partagées, qui peuvent nuire à l'image de quelqu'un sont déjà prévus. Lorsque l'image vous présente dans une position qui n'est pas décente ou bien qui relève de votre vie privée, cela ne doit pas être partagé sans votre avis. Ou lorsque l'image représente des scènes obscènes ou représente des mineurs, ces images-là ne doivent pas être diffusées. D'accord. Alors, lorsque vous partagez par inadvertance une image que vous regrettez après, qui a malheureusement déjà atterri sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est possible de retirer voire de supprimer totalement cette image? Oui, je dirais heureusement oui. Il est possible de supprimer son image des réseaux sociaux. Alors, la législation a prévu ce qu'on appelle le droit à l'oubli numérique. Le droit à l'oubli numérique. D'accord. Alors, le droit à l'oubli numérique, pardon, c'est juste le fait pour une personne de demander le déréférencement d'une, de plusieurs images, de plusieurs informations la concernant. Mais vous savez, il existe aujourd'hui des plateformes qui peuvent conserver votre image jusqu'à 99 ans, Facebook par exemple. Justement, j'en viens. Alors, le droit à l'oubli numérique, il y a deux volets. Il y a le volet qu'on appelle le déréférencement et il y a le volet qu'on appelle l'effacement. Le déréférencement, c'est lorsque vous leur demandez de supprimer vos images. Ça, nous sommes dans le cas des sites web, outre Facebook bien sûr, parce que Facebook, sa réglementation, elle est tout autre. D'accord? Facebook n'est pas situé au Bénin. Si Facebook avait une délocalisation au Bénin, là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande d'effacement à Facebook. Mais dans notre cas précis au Bénin, ce que vous pouvez faire, c'est de demander le déréférencement. Là, on supprime votre image et on demande au moteur de recherche de ne pas afficher des requêtes lorsqu'on va taper, lorsqu'on va envoyer une requête vers cette image-là. Alors, est-ce que n'importe qui peut le faire ou bien il faut un service spécial vers lequel il faut s'orienter? Non, toute personne peut demander, peut exercer son droit à l'oubli numérique. Dès lors que vous trouvez votre image partagée sur un site web, sur un réseau social, vous contactez la personne qui a partagé cette image et vous lui demandez de supprimer cette image. La loi contraint toute personne qui détient un site d'information, une page, de mettre à disposition du visiteur ou de l'utilisateur les informations qui permettent de le contacter directement. D'accord. Il paraît que lorsque vous ne savez pas et que vous publiez une image que vous regrettez après, il vous est difficile de supprimer totalement parce qu'il y a certaines personnes qui ont des applications qui mémorisent en même temps les images et vos publications. Oui, malheureusement oui. En fait, il y a ce côté où on dit que Internet a de la mémoire. C'est pourquoi dans la distribution des images, il faut tout d'abord en appeler à la conscience de chaque individu. Ce que vous partagez sur Internet, vous pouvez le supprimer tout de suite, mais étant donné que Internet a de la mémoire, vous supprimez la chose devant vous. Mais il se fait que ça a déjà été enregistré par plusieurs personnes. Et lorsque quelqu'un sauvegarde votre image dans son téléphone, il est difficile de l'effacer complètement. Effectivement. Alors, rapidement, 2 ou 3 petits conseils pour se mettre à l'abri des effets néfastes de ces images, de ces publications que nous envoyons sur les réseaux sociaux. Alors, pour se mettre à l'abri de ce genre de pratiques, je demanderais tout simplement aux téléspectateurs de juste protéger leur e-réputation, de protéger ce qu'ils diffusent sur Internet, de protéger ce qu'ils partagent sur Internet. Parce que tout ce que vous partagez sur Internet, tout ce que vous distribuez, vous suit d'une manière ou d'une autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Internet a de la mémoire. Et pour compléter très rapidement, lorsque vous constatez que quelqu'un a diffusé votre image, que quelqu'un a manipulé vos informations à caractère personnel, il suffit juste de contacter la personne et cette personne a un délai légal de 45 jours pour satisfaire à votre demande. Auquel cas, vous contactez juste l'autorité de régulation. D'accord. Merci beaucoup Fawaz Mossougan pour votre contribution à ce débat. Très bonne journée à vous. C'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Voilà.
Oui, nous étions avec Fawaz Monsougan qui a donné des conseils aux internautes qui savent désormais à quoi s'en tenir au-delà de ce que déjà nous disons sur ce plateau et qui est très instructif. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que des gens peuvent prendre des images et les tronquer? Parce que toutes les images que l'on diffuse aujourd'hui ne sont pas des images réelles. On peut prendre par exemple votre tête et la poser sur un corps nu. Comment gérer ces situations? Je pense que face à ce genre de situation, il ne faut surtout pas paniquer. Quand vous ne vous reprochez rien absolument, il ne faut pas paniquer. Il y a des gens qui se font avoir par ce moyen de chantage parce que quelqu'un a pris votre tête, mais c'est vous, l'a posé sur un corps nu, et donc sur la base de cette image, il vous contacte en privé pour vous demander une certaine somme qu'il exige, et sans quoi il publierait la photo. Je pense que face à ce genre de situation, à mon avis, c'est deux postures. Il ne faut pas céder. Parce que si vous vous montrez intéressé à sa demande, en fait, il se rend compte que vous êtes un peu fébrile et que vous dites peut-être que cela a un intérêt pour vous. Non, j'ai pu partager une telle photo. Si vous êtes sûr de vous-même que vous n'avez pas publié une photo de vous nu, vous n'allez pas le prendre au sérieux. D'accord. Par contre, si vous doutez, évidemment, vous allez être tenté de l'écouter et peut-être de céder. Mais en cédant une fois, sachez que vous êtes mis la corde au cou. Parce qu'en matière de chantage, ça ne se fait pas une seule fois. D'accord. Parce que même quand il vous dit « Ok, j'ai pris la somme, j'ai retiré la photo », après demain, il vous demanderait encore plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas du tout céder et de lui opposer une démarche judiciaire si cela est nécessaire. Mais vous savez, c'est souvent, lorsqu'on n'est pas véritablement technicien, c'est souvent difficile de savoir si telle image est tronquée ou non. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans cette condition, est-ce que la justice, la législation vous protège et peut vous permettre de poursuivre sérieusement cette personne? Fawaz vous disait tout à l'heure qu'il y a le droit à l'image. Oui. Et au Bénin, nous avons la loi, je pense, portant lutte contre la corruption. Oui, bien sûr. Et nous avons la loi sur le numérique. Ces deux lois vous protègent totalement en termes de diffusion d'images, qu'elles soient tronquées ou non. Lorsque quelqu'un prend votre photo et tronque votre photo, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'applications. Même des applications Android, où on peut déjà prendre votre photo et tronquer. Donc, c'est à la portée, ce trucage est à la portée de tout le monde. Ça. Mais lorsque c'est fait, vous avez la possibilité de porter plainte. La démarche, elle est toute simple. Elle est aussi identique à une démarche que vous aurez pu mener si c'était qu'on a écrit un article sur vous, on a fait une publication. Vous demandez votre droit de réponse. Vous demandez votre droit de réponse si c'était un organe connu. Mais lorsque c'est une image qu'on a diffusée, je rappelle que malheureusement, on ne pourra pas rattraper l'image si l'image est déjà diffusée sur les réseaux sociaux. Mais on a la possibilité d'identifier autant que possible. J'ai dit autant que possible. C'est pas dans l'absolu. C'est pas dans l'absolu. On a la possibilité d'identifier celui qui a peut-être truqué la photo. Parce qu'à partir de la photo, si on peut prendre la photo, on peut avoir beaucoup d'informations qu'on peut recueillir dans ses propriétés. A priori, c'est difficile, c'est très difficile. Parce qu'à partir d'une image tronquée, on peut même identifier de quel ordinateur l'image a été tronquée. À travers les adresses IP. Voilà. Non seulement les adresses IP, même à travers son adresse MAC. On peut identifier aujourd'hui, même votre téléphone a une adresse MAC. Donc, à partir de ces informations, c'est possible. Mais chez nous, ici, c'est totalement difficile. Oh, c'est cette image qui devrait faire preuve devant la justice. C'est de cela que profitent alors les mécréants. Ils savent que lorsque vous avez l'image, même si la loi vous protège, je rappelle que la loi vous protège totalement, dans la diffusion ou même dans la manipulation de vos images, mais malheureusement, il vous faut des preuves. Il vous faut identifier l'auteur.
Et identifier l'auteur, c'est là la difficulté. C'est ça. Nous allons rapidement partager quelques messages des téléspectateurs et des internautes avec nous. Il y a Martin Chafara qui a dit ceci. Il est vrai que certaines personnes partagent les images des accidents et autres de façon exagérée, mais ceci ne voudrait vraiment pas dire qu'elles le font pour du mal. Il n'est pas facile aussi de porter assistance quand l'accident est grave, encore qu'il faut s'y connaître. Pour moi, c'est une autre façon de voler au secours de l'accidenté si les images publiées prennent en compte le numéro du véhicule ou de la moto objet d'accident. Du coup, on peut donc accepter à sa juste valeur cet acte qui consiste à publier des images d'accident. Toutefois, il est à déplorer le même fait quand on en fait du sensationnel alors que des vies sont en danger. Bref, les smartphones ne constituent pas un danger quand on sait l'utiliser pour des besoins réels. Malheureusement, compte tenu de certains paramètres qu'ils contiennent, les malins en profitent pour nous créer de l'insomnie. Et il y a Benoît Wandja qui dit « On dirait que vous avez lu dans mes réflexions. C'est exactement le sujet que je pensais soumettre aux auditeurs de Radio Bénin à l'AFIA ce mercredi nuit et ce, après avoir lu dans la journée d'hier mardi l'histoire d'un jeune homme sauvé des flammes de son véhicule en feu par 2 hommes venus par hasard sur les lieux alors que 20 témoins de la scène se contentaient de filmer. Curieusement, ce même mardi, je suis tombé sur la vidéo d'un grave accident de circulation, excusez-moi, mais partagé pour sauver, je n'y crois pas. Je pense que nous sommes plutôt déformés par la recherche du scoop, être le premier à publier un événement et un sentiment d'indifférence coupable. C'est à croire qu'avant l'avènement des Android et autres smartphones, on ne savait pas porter assistance. C'est plutôt le contraire, je pense. Qui aimerait, en se connectant, découvrir les images d'un proche baignant dans le sang? Personne. Alors, pour ne pas être plus long, je voudrais juste rappeler, pour finir, le droit à l'image de ceux que nous filmons et dont nous diffusons les images, les envois et les partages sans leur accord. La première victime qui oserait porter plainte sera critiquée par la société qui oublie souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà les messages que nous avons partagés avec vous. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table. Vous avez la parole, Vincent Agué, pour votre mot de fin, parce que nous sommes déjà au terme de cette discussion. Alors, en termes de mot de fin, ce à quoi moi je voudrais inviter ceux qui utilisent les réseaux sociaux, notamment Facebook ou Instagram, c'est d'essayer de rattraper. C'est-à-dire, vous, Rock, par exemple, ou d'autres personnes, vous pouvez prendre votre téléphone ou vous connecter sur Facebook depuis un ordinateur et parcourir à nouveau les photos que vous avez à publier sur Facebook depuis que vous êtes inscrit sur cette plateforme. Ça vous permettra de voir des photos que vous avez partagées et avec le recul, vous vous demandez, vous vous dites, peut-être que j'aurais pu ne pas publier ceci et soit vous les supprimez ou bien vous pouvez revoir leur confidentialité. Revoir la confidentialité, en fait, c'est restreindre, par exemple, la diffusion. Est-ce que je voudrais que la photo soit vue uniquement par mes amis ou par tout le monde public, oui. Donc, moi, idéalement, il y a de ces photos sur lesquelles je retombe, des photos de moi-même sur Facebook, et que je supprime tout simplement parce que au moment où je les avais faites, je n'avais pas une grande conscience des conséquences éventuelles d'une telle photo sur Facebook. On n'avait pas encore idée de ce qu'on deviendrait soi-même dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, ce message est aussi adressé aux jeunes. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a de ces images que vous envoyez aujourd'hui sur Facebook à tout va, mais d'ici 1 an ou 2 ans, peut-être après le mariage, vous allez vous rendre compte que ça, j'aurais pu ne pas, oui. Merci beaucoup, Vincent Agué. Merci pour votre contribution à ce débat. Oui, Noah Agbafa Padonou. Le droit à l'image, tout le monde l'a. Ouais. Tout le monde peut l'exercer. Mais faites en sorte que vous jouissiez de ce droit avec conscience, avec
tempérance et surtout en vous protégeant vous-même. Observez correctement les photos que vous mettez en ligne. Vous pouvez les mettre en ligne aujourd'hui en laissant des informations personnelles de vous. Je suis à mon portail, je prends une photo de moi-même, le numéro de ma parcelle peut sortir. Ça veut dire que celui qui voit la photo sait déjà dans quelle maison j'habite. Donc faites attention, prenez les photos, mais protégez-vous, protégez vos proches. Ne prenez pas n'importe quelle photo de n'importe qui. Parce que lorsque vous prenez une photo et que la personne même est en secondaire, la personne peut porter plainte. On n'a pas eu le temps de passer. La personne peut porter plainte, même si la personne n'est pas la personne principale sur la photo. Même si c'est dans un lieu public. Même si c'est dans un lieu public, la personne peut porter plainte. Même si c'est dans un lieu public. Et que vous prenez la photo de quelqu'un d'autre et que je transparais dedans, j'ai le droit de porter plainte. Donc les gens doivent pouvoir comprendre qu'ils ont le droit à l'image, mais ce droit-là est véritablement limité. Il faut qu'ils sachent qu'un jeune qui prend une photo aujourd'hui, cette photo peut le rattraper demain parce que le recruteur demain doit, il va nécessairement sur sa page Facebook pour voir les photos de ces soirées arrosées qu'il a mises en ligne. C'est en ce moment que les photos la rattrapent. Donc, portons des gants à jouir véritablement de notre droit à l'image. Mais sachons aussi que l'appareil photo, l'appareil vidéo, c'est pour aider les autres. C'est aussi pour aider les autres. Si nous prenons une vidéo d'une scène et que c'est pour aider à identifier ou à secourir, c'est bien. Mais si c'est pour faire le scoop, c'est pour faire le buzz, alors nous sommes dans le faux. Autant s'abstenir. Merci beaucoup pour votre contribution également, Noah Padonou Agbafa. C'est Noah Padonou Agbafa ou bien Noah Agbafa Padonou? Noah Agbafa Padonou. Noah Agbafa Padonou. Merci beaucoup d'être passé.